Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur les antennes d'Africa 24 pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Vous faites bien de nous rejoindre. En Afrique centrale, la fluidité des corridors de transport est un enjeu stratégique pour l'intégration régionale et le commerce. Entre les ports camerounais de Douala et de Kribi et les pays de l'Interland, comme le Tchad et la République centrafricaine, des milliers de tonnes de marchandises transitent chaque jour sur des axes routiers essentiels pour l'économie sous-régionale. Pourtant, ces corridors restent confrontés à des défis majeurs qui aujourd'hui posent un obstacle majeur à l'intégration régionale. Il s'agit de la multiplication des contrôles, des tracasseries administratives, des coûts élevés ou encore des délais de transport imprévisibles. Depuis plusieurs années, le projet Observatoire des pratiques anormales en Afrique centrale, OPAC, s'efforce justement de documenter ces obstacles et de proposer des solutions pour améliorer la circulation des biens et des personnes. La question majeure aujourd'hui est celle de savoir quelles sont les difficultés les plus critiques qui empêchent aujourd'hui la libre circulation des biens et des personnes sur ces corridors et pourquoi leur fluidité est essentielle pour l'avenir économique de la région. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de 4 invités. Le premier est le professeur Robert Gonté, chef adjoint du projet de l'OPA. Professeur Gonté, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci de nous accueillir. Je suis heureux d'être là. Nous sommes également en compagnie de M. Eddy Ella, expert bureau de gestion du fret terrestre de BGFT. Monsieur Ella, bienvenue. Bonjour madame, merci. Nous sommes également en compagnie de M. Mbida Ndoumbe, vice-président du groupement des transports terrestres du Cameroun, GTTC. Monsieur Mbida, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup et merci de s'intéresser à notre secteur d'activité, le secteur des transports. Nous sommes enfin accompagnés de M. Martial Missimikim, président de Sécuroute, expert en sécurité routière. M. Missimikim, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci madame, merci pour l'invitation. Messieurs, d'entre-deux-jeux, après plusieurs années de suivi des corridors en Afrique centrale, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles qui continuent de ralentir la circulation des marchandises dans la sous-région? Professeur Gonté, nous commençons par vous. Merci. Donc, au nom du directeur général de l'ICIA, qui est le maître d'œuvre du projet de mise en place de l'Observatoire des pratiques anormales sur les principaux corridors d'Afrique centrale, Douala-Djamena, Douala-Bangui et Yaoundé-Libreville. Alors, les principaux obstacles, on peut citer principalement les délais et les coûts d'infrastructures et des coûts illicites. Alors, les délais, vous imaginez que quand une cargaison arrive à Douala et que le manifeste est validé, il faut à peu près en moyenne 18 jours pour arriver à N'Djamena. Il y a un temps d'attente avant le début du dédouanement qui est lié aux opérateurs eux-mêmes, en moyenne 5 à 6 jours. Il y a un temps de dédouanement, à peu près 8 jours jusqu'à la sortie du port et 5 jours sur la route en moyenne. Ça dit, quand on dit en moyenne, ça dit qu'il y a des cas qui peuvent baisser globalement à 15, 12 jours et d'autres cas 25, 30 jours. Ce qui est très long pour les opérateurs, pour l'attente. Et certaines marchandises, les délais de péremption peuvent être dépassés. Voilà ce que je peux dire à l'entrée. Merci. Monsieur Mbida, est-ce que vous partagez l'avis du professeur ou alors vous avez une autre lecture de cette problématique? Oui, nous, en tant que transporteurs, nous sommes un maillon de la chaîne de transit, mais un maillon essentiel. Notre intervention, notre intervention découle nous sommes la fin du processus administratif de dédouanement. C'est-à-dire que le transporteur arrive quand on a fini d'effectuer toutes les opérations de dédouanement. Et quand on parle d'entrave pour nous, ce sont les entraves liées à l'acheminement. Ainsi, nous pouvons dire que nous sommes d'accord avec ce que le professeur a dit, parce qu'effectivement, il y a des moments où le chargeur vous appelle, vous arrivez au port, c'est là où il vous informe que la procédure de dédouanement n'est pas encore achevée, et encore tel acteur de la chaîne administrative ou portuaire qui a élan, ou alors tel document a été renvoyé, rejeté. Mais une fois qu'il vous a chargé, c'est là où nous commençons avec notre calvaire.
Donc, quand nous nous entendons enclave, nous comprenons déjà tout ce qui est tracasserie routière, nous comprenons tout ce qui est mauvais état de la route, nous comprenons tout ce qui est problème relationnel entre chauffeurs et transporteurs, nous comprenons également tout ce qui est procédure aux frontières. Donc, le mot tracasserie pour nous renvoie à plusieurs étapes de la tracasserie. Certainement au cours de l'émission, nous pourrons voir étape par étape, mais nous disons globalement, la tracasserie pour nous, c'est tout ce qui empêche que la marchandise n'arrive au bon moment et en bon état. Parce qu'en bon état, on a parlé des routes, on a également parlé des délais, comme il a évoqué. Monsieur Idi est là, le professeur parle du délai. Monsieur Mbida parle également du problème d'infrastructures routières et de réglementation en vigueur. Est-ce que vous partagez leur avis ou alors vous avez une autre analyse des problèmes qui empêchent la fluidification du commerce dans notre sous-région? Oui, merci madame. Je partage l'avis de mes co-panélistes, mais je voudrais ajouter autre chose concernant la problématique des tracasseries. Les tracasseries sont une problématique vraiment criarde dans le secteur des transports routiers des marchandises de la zone CEMAC. Cela va croissant avec les nouvelles technologies de l'information. Parce qu'ajouter aux tracasseries routières et autres, il y a d'autres tracasseries. Nous sommes aujourd'hui dans la mouvance de la digitalisation. Lorsque vous n'avez pas des zones couvertes par le réseau Internet, vous avez tous les problèmes au monde. Ces problèmes se posent avec l'acuité au niveau des frontières. Nous n'avions pas les réseaux au niveau des frontières. Comment est-ce qu'à ce niveau-là, on peut gérer les problèmes liés au transport? C'est un problème à résoudre, un problème au fond. Et puis également, les travaux de l'ICA sont des travaux ponctuels, c'est-à-dire que des enquêtes. Nous aimions arriver à un stade où nous avions un système d'information qui nous donne l'information en temps réel sur ces tracasseries, comme un baromètre de l'activité des tracasseries sur les corridors de transit en Afrique centrale. Nous entrons en détail pour ce qui est des petits aspects concernant l'infrastructure routière, concernant les faux frais au niveau des tracasseries des forces de maintien de l'ordre et autres, et même d'autres tracasseries liées même aux acteurs. Parce que quand vous voyez là, même les chauffeurs sont à l'origine même de certaines tracasseries. Parce qu'un patron ne peut pas vous donner une pneumatique neuve et vous arrivez volontiers, vous changez la pneumatique avec des vieux pneus que vous achetez parce que vous voulez vous faire du blé. Voilà grosso modo ce que nous avions comme problème lié à cette activité. Donc les responsabilités sont partagées. Responsabilité partagée, nous parlons également de digitalisation. Vous êtes expert routier. Est-ce que vous pouvez nous donner une autre lecture peut-être? Monsieur Mbida, à côté de vous tout à l'heure, parlait de l'état des infrastructures routières. Est-ce qu'on pourrait aussi parler de sécurité, le grand banditisme sur ces axes que nous avons évoqués tout à l'heure? Effectivement, je m'approprie déjà les interventions de ceux qui m'ont précédé dans ce panel. Et je voudrais rebondir sur les propos de M. Mbida, qui a bien signifié que les marchandises doivent arriver en très bon état. Et c'est là où interviennent des questions de sécurité et de sûreté. Parce qu'il y a nuance. La sûreté, c'est des questions intentionnelles, le grand banditisme, la piraterie, alors que la sécurité, c'est des accidents non intentionnels. Alors, comme a dit M. Mbida, nous aussi, à Sécuroute, notre intérêt dans la question de la fluidité commence de l'embarquement au port jusqu'à destination. Et pour que ce travail se déroule sans anicrouche, il est question de ce qu'on doit avoir un parc auto qui répond aux critères de transport en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de maintenance. Il y a l'autre point de la sécurité routière qui relève de la qualité des conducteurs. Et là, ça fait appel au renforcement des capacités, la qualité de la conduite. Et évidemment, M. Edier là a bien soulevé, il y a la surface de circulation, qui est l'infrastructure, qui, si elle ne répond pas au niveau de services adaptés, peut entraver la livraison de la marchandise. Alors, vous avez soulevé des problématiques qui feront certainement écho au reportage que nous nous apprêtons à suivre, un reportage signé Mélino Bandio, un de nos correspondants depuis Bangui.
En 2022, la République centrafricaine a importé pour près de 500 millions de dollars de marchandises. Une dépendance massive aggravée par une réalité géographique implacable. Le pays est enclavé, sans accès à la mer, conséquence directe, selon les données officielles, près de 80% des implantations transitent par le port de Douala au Cameroun, avant de parcourir 1450 km de route, souvent dégradée pour atteindre Bangui. Un itinéraire complexe, coûteux, qui pèse lourdement sur une balance commerciale déjà structurellement déficitaire. J'essaie de cibler là où c'est moins cher pour que j'achète, parce que tu sais, chez nous, il n'y a pas d'ouverture sur la mer. Tu peux pas ramer, tu peux pas acheter un truc cher là-bas pour venir vendre cher ici. La vie est déjà ici, elle est tellement chère et c'est pas facile, quoi, tu vois. Il y a juste des marges qu'on essaie de mettre et le temps qu'on essaie d'évacuer pour récupérer notre bénéfice, quoi, notre capital, en gros. Donc, on essaie de vendre à un prix pour que ça parte vite, pour que tu gagnes vite et tu envoies aux fournisseurs. Face à ces contraintes, les commerçants centrafricains n'ont que deux options. Le transport maritime, lent avec parfois jusqu'à 4 mois d'attente, ou le fret aérien le plus rapide mais extrêmement onéreux. Chaque choix logistique devient un calcul stratégique, où le moindre retard ou surcoût peut mettre en péril la rentabilité, voire la survie des petites entreprises locales. Bon, généralement, moi, j'achète que les ordinateurs déjà, les PC portables que j'achète. Pour envoyer l'argent, par exemple, en Chine, en Afrique, c'est très, très difficile. Le problème que j'ai souvent, c'est plus avec les transitaires qui montent sur le délai de livraison, puis voilà quoi. Et le prix des kilos qui coûte cher dans certains cas, et la douane sur certains appareils qui coûtent cher aussi. À ce côté-là, maintenant le côté avoir un visa pour voyager, c'est pas facile du tout aussi. Pour avoir un visa, il faut au moins prendre 2-3 mois avant d'avoir un visa. Donc c'est tout ça là. À cela s'ajoutent des droits de douane pouvant atteindre jusqu'à 30%, auxquels viennent se greffer diverses taxes et charges administratives. Pourtant, dans cet environnement économique incertain, les entrepreneurs centrafricains font preuve d'une résilience admirable. Derrière chaque cargaison livrée, chaque conteneur déchargé, se cache un défi relevé. Une preuve aussi de leur détermination à faire vivre le commerce et à bâtir, malgré les obstacles, les fondations d'une croissance plus souveraine. Professeur Gonté, vous avez entendu notre correspondant Mélino Bandio. 80% des marchandises qui arrivent en Centrafrique transitent par le Cameroun. Les corridors reliant les ports de Douala et de Kribi à Bangui et N'Djamena sont essentiels pour le commerce régional. Les résultats de l'enquête menée par l'OPAC aujourd'hui indiquent quoi en matière de progrès qui ont été observés ces dernières années en matière de fluidité de transport pour réduire les coûts d'importation pour des pays comme le Tchad ou la Centrafrique? Merci. Nous sommes effectivement interpellés par ce reportage qui est très intéressant, qui montre que la sous-région n'est pas encore intégrée, puisque aller de Douala à Bangui, on devait faire la même chose comme aller de Douala à Garoua, c'est-à-dire sans tracasserie à la frontière. Le nœud, c'est la frontière. Et il y a eu amélioration, il y a eu beaucoup de problèmes d'insécurité compte tenu de l'histoire du pays, mais on est passé peut-être de 7 jours par temps, comme le président Doumbé disait tout à l'heure, de Douala jusqu'à Bangui, de 5 jours en moyenne, 4 jours et demi maintenant, 3 et demi, 4 jours. Mais nous pensons que la frontière ne devait plus une frontière douanière, elle devait être une intégration, c'est-à-dire quand il importe, dès que c'est rentré dans le territoire de la zone de libre-échange, on devait aller de Douala à Bangui, comme on allait de Douala à Garoua. Vous voyez la distance, 1400, Kousseré et même plus loin. Donc, ça ne devait plus être un problème pour les Centrafricains d'importer parce qu'ils sont des pays de l'Interland. Nous sommes une sous-région, on ne devait plus parler de l'Interland, on devait parler commune, zone commune. Donc nous sommes interpellés par ce Centrafricain qui se sent encore hors. C'est comme s'il est hors alors que nous sommes une région dite intégrée. Donc il faudrait encore travailler davantage. Nous donnons des outils au gouvernement pour dire la frontière. Il faudrait que la frontière soit juste pour des vérifications, qu'au lieu de passer une journée entière, parfois plus à la frontière, que ce soit quelques minutes ou quelques heures. Même pas des heures, quelques minutes, comme on le voit ailleurs, en Afrique de l'Ouest. Merci.
Monsieur Mbida, les transporteurs dénoncent souvent la multiplication des contrôles routiers et les coûts informels qui en découlent. Dans quelle mesure ces pratiques continuent-elles d'affecter la compétitivité du transport dans la région selon vous? Déjà, je voudrais saluer le travail de l'OPA qui a permis que les gouvernements, les différents gouvernements du pays, de la CEMAC concernés par le projet, prennent conscience de tout ce qui concernait l'excès de contrôle. Parce qu'au début, il y a cela 2 ans, 2 ou 3 ans, nous étions à plus de 90 contrôles, plus de 100 contrôles. Ça veut dire que chaque matin, dans une unité administrative, l'autorité se levait. Pour des raisons qu'il était seul à connaître, il mettait une barrière en route. Mais à force de communiquer dessus, à force de sensibiliser, nous avons vu une réelle diminution de ces tracasseries. Parce qu'aujourd'hui, un camion en transit, vraiment sauf mauvaise foi de ma part, est difficilement contrôlé hors des checkpoints. Donc ça, c'est déjà un acquis. Et également au niveau du Tchad, la Centrafrique, les différents gouvernements de ces pays ont pris des mesures pour faciliter, pour lever les barrières. Quand vous traversez la frontière à Ngeli, vous arrivez à N'Djamena sans problème, il n'y a plus de contrôle, sur plus de 800 km. Quand vous traversez la frontière en Centrafrique, ils ont mis un système d'escorte que nous saluons, qui vous permet également d'arriver sans trop de tracasseries. Mais un élément qui est très important, ce sont ces tracasseries lors du déchargement. Vous savez, vous pouvez même faire les 3 jours dont il a parlé, ou les 4 jours, entre Douala ou entre Tribi et N'Djamena, ou entre Tribi et Bangui. Vous arrivez à PK26, à Bangui, à l'entrée de la ville, ce qu'on appelle le port sec. Vous pouvez faire 10 jours là, avec la marchandise sur le camion, sans que cette marchandise soit déchargée à cause d'autres formalités suffisamment incompréhensibles que vous avez là-bas, avec des variations de frais de douane qui peuvent se faire en 24 heures. L'importateur se retrouve incapable de payer les frais. Vous avez également des réglementations sur les normes de sûreté et sécurité qui apparaissent et qui vous obligent à rester stationné et à subir cette tracasserie. Vous avez au niveau du Tchad souvent des questions de grève des importateurs ou des déclarants en douane qui vous font une grève de 1 mois, 2 mois, vous avez votre camion bloqué. Donc, quand on parle de tracasserie, je voudrais dire que en amont au niveau du Cameroun, beaucoup de choses ont été faites. Et j'inviterai les États qui bénéficient des marchandises que nous transportons à mettre des procédures de telle manière qu'il n'y ait pas souvent d'embuscade pour leurs importateurs. Parce que c'est un phénomène qui est souvent récurrent. Entre 2 directeurs généraux des douanes dans un pays, vous retrouvez que les frais ont changé ou certaines amendes ont augmenté ou des pénalités. Le Cameroun a mis un accent sur la célérité des procédures au niveau des ports de Douala, au niveau des ports de Tribi, où de manière réelle, en dehors des manquements de certains déclarants, parce qu'il y a beaucoup de déclarants, ils vous appellent, ils utilisent votre camion comme un magasin et ils ne vous disent pas que lui-même il a des insuffisances. Peut-être il n'a pas de l'argent pour faire partir, peut-être il n'a pas encore bouclé certaines formalités, mais il va mettre cela sur le compte du port ou de la douane. Donc le rapport de l'OPA a permis d'aller toucher du doigt les responsabilités de chaque acteur. Et nous, en tant que transporteurs également, ils ont relevé nos insuffisances. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Et je suis content que le responsable du BGFT soit là, parce qu'ils ont également sensibilisé pour éviter ce type de pratique. Le transporteur qui avait négocié un contrat de transport pour l'enlèvement, un bon de chargement, envoyait les matriculations d'un camion qui était encore en cours de voyage et des formalités étaient faites sur la base de cette immatriculation, alors qu'il savait bien que ce n'est pas le camion qui va prendre la route. Et vous arrivez parfois même au niveau du BGFT, vous trouvez qu'ils ont déjà préparé la lettre de voiture internationale avec une matriculation. Le bon monsieur vient vous dire que ce camion est tombé en panne ou ceci. Après, ça crée encore des surcoûts. Donc chacun de nous a été mis devant ses responsabilités et nous avons chacun, depuis 3 ans, essayé de faire quelque chose. Hier, lors de la clôture, nous sommes tombés d'accord que ce que l'OPA a fait comme constat et comme proposition peut permettre à la chaîne du commerce sous-régional de se développer.
Votre intervention nous permet tous de comprendre justement que lorsqu'on parle de commerce intra-régional, on va bien sur un maillon, sur une chaîne à plusieurs maillons. Ça me permet également de m'adresser à monsieur. Et là, on parle de problèmes d'harmonisation des pratiques ou alors de procédures et de formalités à l'échelle régionale aujourd'hui, après le rapport de l'OPA. Sur le terrain, quelles sont les réformes qui ont porté leurs fruits et quels défis restent à relever si on faisait une rétrospective sur 10 ans? Oui, merci madame. Je suis fier des travaux de l'OPA parce qu'en réalité, ces travaux ont le mérite de soulever des problèmes réels. La preuve en est qu'au niveau du reportage, vous avez suivi vraiment le cri de cœur du consommateur final. Donc ce qui fait qu'en réalité, pour sortir de ces problèmes-là, je crois que les solutions sont déjà en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans tout des maths. C'est-à-dire que la digitalisation, tout azimut. Et quand on parle de digitalisation, ça veut dire en réalité que les organismes, les administrations qui sont dans la chaîne logistique ne doivent pas faire de la digitalisation fractionnée. C'est-à-dire que les administrations doivent communiquer avec leur système d'information. Cela permet à ce qu'on ait une entrée et une sortie. Je prends par exemple le cas du port de Douala, avec le système de guichet unique. Si vous avez une porte d'entrée, que je paye tout ici, et j'ai un ticket, à la sortie, je m'en vais récupérer ma marchandise, et en cours de route également, c'est le même process. Ça veut dire en réalité que le camion est suivi de bout en bout, sans avoir besoin de l'intervention humaine. Ça fait à ce que même les contrôles des forces de maintien de l'ordre, que cela se fasse de manière digitalisée. Je crois qu'on aura vraiment gagné en termes de compétitivité et d'efficacité sur le terrain. Et puis également, il faut construire des infrastructures, des bases logistiques, parce qu'il parlait des camions qui sont utilisés comme des magasins. Et c'est une réalité. Vous allez constater qu'un transporteur fait 4 jours pour arriver en N'Djamena, mais il fait 2 semaines pour décharger son camion. Parce qu'il n'y a pas, par exemple, un dépôt de pétrole pour dépoter le camion. Ça devient un problème infernal. Et c'est le consommateur final qui en pâtit. Donc voilà, il faut vraiment dématérialiser toutes les procédures et les mettre en synergie, de telle sorte qu'il y ait échange de données et que l'être humain n'ait plus à intervenir au passage aux frontières. Quand on dit démat, ça veut dire tenir compte également des problèmes d'énergie, des problèmes de réseau, Internet, parce que je le disais tantôt, on a des sérieux problèmes au niveau des frontières, des sérieux problèmes. Parce que quand vous arrivez à la frontière, vous avez l'impression que vous n'êtes ni au Tchad, je prends le cas du Tchad, ni au Cameroun. Vous êtes quelque part. Ça ne doit pas se faire. Pourtant, on a l'information au départ, on a l'information au milieu, mais au niveau des traversées, on n'a plus l'information. Donc c'est un problème très sérieux. Je crois que des efforts sont en train d'être faits, les administrations, parce que le gouvernement camerounais a pris sur lui de dématérialiser toutes les procédures sur le commerce extérieur. Et c'est ce que les autres États voisins, le Tchad, la RCA, sont en train de faire aujourd'hui. Je crois qu'il faut seulement accélérer et puis essayer de rationaliser ces efforts-là. Je vous remercie. Ça me permet d'évoquer quand même une initiative qui est en cours de test au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Congo, entame les postes frontaliers juxtaposés ou mixtes, où en principe, dans l'idéal, les administrations devraient travailler côte à côte, parce que nous ne comprenons pas que les administrations des douanes centrafricaines et tchadiennes ont des représentations à Douala. Mais quand vous avez fini les formalités auprès de la douane camerounaise, normalement, il devrait y avoir échange d'informations à partir de Douala ou de Kribi, de telle manière que la cargaison qui arrive est déjà attendue et ne fait que transiter pour traverser. Mais vous arrivez là-bas, on vous recommence avec pratiquement les mêmes procédures des deux côtés de la frontière. On se pose donc la question, quel est le rôle de ces postes douaniers avancés au Cameroun, si ce n'est de permettre que l'administration du pays d'origine ait l'information. Je voudrais également, il a parlé des questions de communication, mais il y a également les moyens de paiement. Les moyens de paiement. Vous arrivez dans une ville où vous, que le chauffeur, a de l'argent de manière numérique,
Et vous trouvez que dans cette ville, il n'y a aucun moyen de retirer cet argent. Le chauffeur se retrouve parfois bloqué parce qu'il faut qu'on trouve un autre chauffeur de la compagnie qui lui envoie de l'argent liquide parce que dans une localité, dans un des pays qu'on traverse, il n'y a pas les moyens de paiement qu'on a maintenant avec des box et tout. Donc c'est également quelque chose de très important en dehors du réseau numérique, du réseau téléphonique dont il a parlé. Monsieur Missimeki, vous faisiez tout à l'heure la différenciation des notions de sûreté, de sûreté routière et de sécurité routière. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des transporteurs et des usagers, quels sont encore les principaux défis sur ce plan? Mais les défis sont nombreux parce que quand on parle des délais de livraison du port de Douala à N'Djamena ou à Bangui, tout ça est impacté par la sécurité routière. Parce que de plus en plus, 90% d'accidents sur nos axes routiers sur le corridor impliquent les camionneurs. Et quelquefois, c'est des accidents spectaculaires qui provoquent la rupture du trafic. Et quand il y a rupture du trafic, c'est-à-dire que les camions sont immobilisés, les marchandises sont immobilisées. Et ça impacte les délais de livraison. Et pour cela, nous pensons que nous devons aussi aller vers la digitalisation. C'est-à-dire qu'installer dans les camions des systèmes de tracking, de suivi avec les 3 caméras où on peut avoir une base de suivi digital dans les 3 pays où on suit en temps réel le comportement du chauffeur et la position du chauffeur. Parce que de plus en plus, cela ressort aussi, le problème est lié aussi à la formation. La plupart, il n'y a pas d'auto-école de conducteurs de camions dans la sous-région. Mais par contre, il y a des conducteurs de camions dont la plupart ont été formés sur le tas. Donc, il est urgent que les États mettent en place des centres d'apprentissage à la circulation routière pour les professionnels. C'est vraiment bien d'avoir un permis à l'auto-école, mais pour ceux qui en ont fait de l'activité de la conduite automobile une activité professionnelle, telle que les conducteurs de bus et de camions, nous pensons que la CEMAC doit créer un mécanisme, une certification pour ceux qui ont décidé de faire cette activité de conduite automobile, parce que la plupart des accidents sont aussi liés, à 90% d'accidents, 70% pourtant pour moi, sont liés aux erreurs humaines. Alors, il y a l'autre défi, c'est le défi de la qualité du parc. La moyenne d'âge des camions est autour de 30 ans. Donc, quelquefois, des accidents sont liés aux défaillances techniques, à savoir la qualité de freinage, la qualité des pneus. Les bus sont très vieux. Il y a aussi ce que monsieur a relevé, la mauvaise manière de faire. Par exemple, les organes de sécurité qui sont neufs tels que les pneus sont changés. Il y a aussi une autre mauvaise pratique qui accourt sur le corridor, c'est le siphonnage de carburant. C'est-à-dire que pour avoir un excédent et vendre ça à la sauvette, les chauffeurs se permettent de couper le moteur et de rouler sur les pentes sans fonctionnement du moteur pour économiser le carburant afin de vendre. Et ça provoque des accidents graves. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en roue libre, vous ne pouvez pas freiner, le système de freinage ne fonctionne pas. Ça, c'est les mauvaises pratiques qui ont cours sur le corridor de transit parce que les chauffeurs vont optimiser l'utilisation du carburant pour vendre l'excédent. Donc, pour être précis, il y a l'axe de la formation des conducteurs, il y a l'axe de la mise à jour du parc auto. Maintenant, il y a l'axe de l'entretien des routes. Bon, pour nous, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir les autoroutes pour avoir une fluidité de transport en matière d'infrastructure routière. Il est question tout simplement qu'on mette en place des contrats d'entretien par niveau de service, c'est-à-dire qu'on puisse être capable de mettre un système de veille à ce que chaque fois qu'il y a une détérioration, qu'on puisse avoir un contrat sur une durée pour que ce soit réparé. Et faire de bonnes pratiques, à savoir les inspections régulières, de manière à identifier les points accidentogènes, les points noirs, et les corriger et mettre une bonne signalisation. Et ensuite, si ceux qui ne respectent pas toutes ces dispositions réglementaires du code CEMAC, on met en place un système de contrôle-répression. Et il a dit tout à l'heure, il y a des checkpoints, mais il y a aussi, pour le cas du Cameroun, la partie camerounaise, des pelotons motorisés qui sont spécialisés et qui, depuis un certain temps, contrôlent par des radars, contrôlent par des drones pour sanctionner les chauffeurs qui ne respectent pas la réglementation routière. Je voudrais ajouter quelque chose à la suite de M. Missimeki. En réalité, il y a un sérieux problème d'arrêt
le long de l'itinéraire. Les voies de contournement doivent être également essayées on doit créer des voies de contournement à l'entrée des grandes villes qui jonchent le corridor. Et puis également essayer de discipliner ces chauffeurs-là. Parce qu'il faut avoir des arrêts autorisés. Parce que quand vous arrivez dans certaines petites villes, vous voyez les camions garés. Ah ouais. Oui. Et ces arrêts ont un impact sur le coût. Vraiment sur le coût. Ça crée vraiment un désordre total. Il faut des voies, comment dirais-je, des voies administrativement fermées. C'est-à-dire que si un camion sort de Douala, on lui dit « Ok, vous avez 3 arrêts ». Et cela doit être réglementé par l'administration en charge de la réglementation routière au Cameroun. Ça permet à ce qu'on va discipliner ces chauffeurs-là. En dehors de les professionnaliser, on doit également les discipliner. Je pense que le professeur Ngonté aussi avait une intervention dessus. C'était un peu pour résumer là que nous avons 2 problèmes principaux. Les facteurs de la production qui doivent jouer sur la fluidité. L'homme, les infrastructures, capital physique et le capital humain. Le capital humain est un problème important, à la fois conducteur, transporteur, agent public, tout le monde. Donc il a posé un problème d'éducation. Nous pensons que nous devons tous nous éduquer pour que le capital humain de l'Afrique centrale soit un capital à la fois de qualité citoyenne. Il y a la qualité intellectuelle qui est là, mais la qualité citoyenne. Tous les problèmes qui sont évoqués, nous devions mettre l'accent sur la formation, comme c'est dit, mais pas seulement la formation technique, la formation humaine, citoyenne, pour respecter les normes, à la fois pour ceux qui veillent au suivi des normes et ceux qui doivent les respecter. Donc, vraiment, nous voudrons insister sur ce problème de capital humain, de capital qu'il faut renforcer pour pouvoir assurer ces fluidités. Oui, si vous permettez, c'est important parce que quand on parle de tout ce qui est amélioration des performances, renforcement des capacités et tout, il y a quelque chose que nous devons savoir. Si le transporteur que nous sommes ne trouve pas son compte sur une opération de transport, c'est difficile que ce transporteur respecte un certain cahier de charges. Je vous explique. Depuis pratiquement 20 ans, et je parle sous l'autorité de M. Ella, qui est expert sur ces questions au niveau du bureau de gestion de fret terrestre, le coût du transport on ne peut pas dire que ça a stagné, ça a même baissé. Nous transportions à l'époque un conteneur à 4,5 millions pour Bangui pour N'Djamena de CFA, mais aujourd'hui nous le transportons avec des coûts de carburant, les charges d'exploitation qui ont triplé, nous le transportons à 3 millions, parfois 2,8 millions. Quand le transporteur ne peut pas s'en sortir, ne s'en sort pas, il est difficile que tout ce que l'OPA a proposé comme recommandation soit appliqué. Deuxièmement, nous avons également un problème, c'est que quand les États, vous allez prendre tous les projets de loi de finances, ou toutes les lois de finances sont votées dans les pays de la zone CEMAC, la plupart des États oublient que c'est le transport routier qui est le maillon qui touche à la population. Leurs budgets d'investissement vont toujours sur des secteurs assez connus, l'aérien, le ferroviaire. Vous entendez qu'il y aura l'argent pour le transport maritime, mais pas d'argent pour accompagner les acteurs. Et là, on se retrouve face à un autre problème que je voudrais évoquer sur votre chaîne. Si vous voyez 10 camions neufs sur une route, 7 appartiennent aux étrangers non originaires de la zone CEMAC, qui aujourd'hui, du fait de l'accès facile au financement à l'international, en Asie, se retrouvent capables de venir nous écraser sur nos marchés. Et c'est une recommandation que nous avons proposée à l'OPA pour que l'Union européenne, qui est un partenaire de tous les temps de l'Afrique centrale, nous prenons le cas du Cameroun, tienne compte de la nécessité de survie des acteurs. Nous sommes en train de disparaître, écrasés par des multinationales qui viennent d'Asie et qui ont un seul objectif, c'est de faire des gains sans tenir compte de la survie des locaux. Donc c'est un plaidoyer que fait sur votre chaîne. Aidez-nous à ne pas disparaître parce que quand les corridors sont facilités, quand tout fonctionne bien, il ne faut pas qu'à la fin, ce soit la mort des acteurs locaux que nous sommes.
Nous avons parlé de corridors routiers, mais les ports sont également des points d'entrée stratégiques pour l'intégration régionale. Est-ce que les arguments apportés par nos panélistes s'appliquent également à ce mode de transport? Élément de réponse dans ce reportage signé Christian Belobo. À Kribi, dans la région du Sud, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la stratégie d'industrialisation du Cameroun. Adossée au port de Kribi, la zone industrielle du port de Kribi, KPIZ, une vaste zone industrielle intégrée, a été officiellement inaugurée le 27 février 2026 pour un coût évalué à 795 millions d'euros, soit plus de 521 milliards de francs CFA. Ce projet structurant vise à transformer le port en eau profonde en faisant de Kribi un pôle industriel de référence en Afrique centrale capable de capter et de transformer localement les richesses nationales. L'ambition est simple, elle est de faire passer le port de Kribi, et notamment sa composante industrielle, à une autre échelle et véritablement s'aligner sur les standards internationaux en matière de développement des zones économiques et des zones industrielles. KPIZ aura pour mission de concevoir, financer, aménager, exploiter et maintenir cette zone de 4000 hectares. La zone industrielle du port de Kribi rapproche les industries de quai, réduisant les coûts et les délais d'exportation. Elle accueillera l'agro-industrie, la transformation du bois, la métallurgie et les matériaux de construction. Ces avantages incluent un accès direct aux infrastructures modernes, une meilleure compétitivité et un cadre attractif pour les investisseurs, géré par un partenariat public-privé. La zone industrielle intégrée au port de Kribi est l'illustration concrète de la stratégie nationale d'industrialisation du Cameroun. Transformer localement les matières premières, renforcer la compétitivité logistique et industrielle, positionner le Cameroun comme hub industriel et portuaire majeur en Afrique centrale. Ce projet très important et stratégique n'est pas isolé. Il est clairement aligné sur la stratégie nationale de développement 2030, sur la dynamique de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Le port vise un impact économique majeur pour le Cameroun avec la création de près de 150 000 emplois, une contribution de plus de 500 milliards de francs CFA au PIB et une augmentation des recettes fiscales de l'État d'environ 50 milliards de francs CFA attendus par an. Professeur Ngonté, depuis 2020, le monitoring de l'OPA a permis de suivre plus de 150 points de contrôle le long des corridors et de produire des rapports trimestriels détaillant les prélèvements illicites. Quels sont les progrès qui peuvent être attribués à la modernisation et à la dématérialisation des procédures portuaires à la suite de ce reportage? Merci Catherine pour cette question. Effectivement, comme l'a dit monsieur là tout à l'heure, les ports ont eu une avance. Ils ont commencé très tôt à mettre en place la dématérialisation. Et le port de Kribi qui est arrivé dans la mouvance, par exemple, l'enceinte portuaire proprement dite est entièrement dématérialisée. Mais il reste encore des maillons. Vous savez, la force d'une chaîne dépend du maillon le plus faible. S'il y a des maillons encore non dématérialisés, ça joue sur l'ensemble. Le retard créé par ce petit point va jouer sur l'ensemble. Donc, il y a un effort en termes de dématérialisation. Mais si maintenant c'est dématérialisé, mais il n'y a pas l'énergie électrique, à certains moments, il n'y a pas de connexion. Voyez-vous, ça va jouer. Maintenant, les ports ont intérêt à ce qu'il y ait une gouvernance globale sur le processus. Donc, qu'ils se fassent accompagner que tous les autres partenaires, dont électricité, connexion Internet et tout cela, la route aussi, pour arriver à Kribi, parce que les principaux opérateurs sont encore à Douala, ainsi de suite, les commissionnaires en douane agréés sont encore. Et on devrait pouvoir partir de Douala à Kribi en 1 heure de temps, mais aujourd'hui, il faut peut-être 3 heures. Donc, tout cela fait en sorte que les avancées que nous venons de voir, sont encore plombées par certains points. Donc il y a une avancée sur la dématérialisation, c'est clair. Là, nous avons fait l'enquête, les commissionnaires disent on peut de droit là faire ces opérations, mais il y a encore certains points qui ne le sont pas encore. Donc comme les parkings dans la ville, la route pour arriver à la connexion électrique, Internet, l'électricité.
Donc, il y a des avancées. Il faudrait accélérer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour que le port qui est complémentaire, Kribi, complémentaire à celui de Douala, joue vraiment son plein rôle. Les potentialités sont énormes. Et nous pensons qu'ils sont sur la bonne voie. Mais s'ils essayent de tout régler, ce sera très bien pour tous les pays de la sous-région Afrique centrale. Merci. Monsieur, il y a des études de la Banque africaine de développement indiquent que au port autonome de Kribi et au port de Douala, les délais de déchargement ont été réduits en moyenne de 30% et le nombre d'incidents liés aux tracasseries administratives ont également chuté. Aujourd'hui, quelles sont les améliorations qui ont été intégrées et qui peuvent s'appliquer à d'autres pays de la sous-région pour renforcer leur compétitivité et encourager l'investissement régional? Oui, merci Catherine. Je crois que des efforts ont été vraiment faits au niveau, quand vous voyez le port de Douala aujourd'hui, au départ c'était une zone vraiment où tout le monde pouvait entrer et sortir. On a d'abord sécurisé le port et puis il y a une vision de contrôle et de suivi de tout ce qui se passe dans l'enceinte portuaire. Je crois que c'est déjà un effort qui a été fait. Et il faudra aller plus loin. Quand je dis aller plus loin, ça veut dire que quoi? Intégrer tout ce qui est comme dématérialisation, c'est-à-dire que mettre en synergie les procédures dématérialisées et ne plus accepter ceux qui ne sont pas dématérialisés à avoir accès au port. Ça veut dire que même le transporteur, qui est le maillon le plus faible et qui est essentiel de cette procédure, doit être dématérialisé. C'est pour cela que pour ce qui est du BGFT, le BGFT a mis en place une bourse de fret digital qui fait à ce que le transporteur n'a plus besoin de se déplacer dans les services du BGFT ou ailleurs, ou bien d'avoir du fret en ligne. C'est-à-dire que ce process permet à ce que dans d'autres pays, les retours à vide des transporteurs puissent être gérés. Si je pars de Douala et que j'ai une marchandise, je peux déjà commencer à négocier le frais de retour. Même si ce n'est pas à 100%, même à 15%, ça me permet d'essayer d'alléger mes charges. Parce que je reviens sur ce que M. Mbida Ndoubé disait tantôt. Vous avez vu qu'avant, le prix de transport était élevé. C'est-à-dire qu'on avait, pour aller à Bangui par exemple, c'était 4 millions environ. Aujourd'hui, ça a baissé jusqu'à 2 millions 8, 2 millions 7. Alors qu'en réalité, quand vous voyez la structure du coût, seul le carburant représente 45% de la structure du coût. Ça veut dire que pour aller à Bangui, il faut débourser 1 200 000 de francs CFA au minimum. Ça veut dire que vous partez et vous rentrez. Vous imaginez avec un prix de 2 900 000, vous allez gérer le reste avec quoi? Donc je crois que c'est un effort que les autres pays de la sous-région doivent faire, c'est-à-dire amener les administrations à dématérialiser leurs procédures, tout doit être digitalisé, de telle sorte que, comme M. Mbida le disait tantôt, quand vous arrivez au niveau de la frontière, on n'a plus besoin de commencer les procédures à zéro. Ça veut dire qu'il suffit seulement d'un clic, on voit ce que vous avez transporté et on a confirmation de ce que cela est effectif. Même au niveau des contrôles des forces de maintien de l'ordre, il y a des systèmes. Ils n'ont pas besoin d'arrêter le chauffeur qui arrive. Avec un système, je ne sais pas, il y a beaucoup de systèmes, même avec les drones. Ils peuvent avoir du doute sur un transporteur et ils ont l'information en temps réel. Ça veut dire que tous les camions ne seront pas immobilisés, mais c'est ceux qui ont des doutes sur le plan sécuritaire et autres qui doivent être mobilisés. Et également, il faut cette histoire-là d'essayer de discipliner les chauffeurs. Ça veut dire qu'il y a des points d'arrêt réglementaires qu'un chauffeur doit, puisqu'un chauffeur ne peut pas conduire pendant 100 km, il faut qu'il se repose. Il faut qu'il essaye de souffler pour reprendre la route. Mais pas automatiquement dans tous les endroits. C'est ce qui crée le problème aujourd'hui. Vous arrivez dans des petits villages qui naissent, vous avez les camions garés, et cela crée même des problèmes de sécurité routière. Voilà grosso modo ce qu'il faut amener. La digitalisation, nous sommes à l'ère de la digitalisation. On ne peut plus faire autrement. Il faut aller dans ce sens. Et de la bonne digitalisation. Je crois qu'avec ça, on va réduire considérablement les coûts. Le port de Kribi est déjà bien avancé dans ce domaine. Douala est en train de faire des efforts, mais il y a beaucoup à faire encore. Je crois que c'est dans ce sens qu'on va essayer
d'améliorer. Monsieur Mikim, vous avez commencé à embrayer sur cette question, mais je voudrais qu'on aille un peu plus en détail. Sur le terrain, la congestion urbaine et les retards de passage portuaire restent des défis majeurs. Quels ajustements concrets peuvent être faits pour réduire le temps moyen de passage actuellement estimé pour la région du littoral, notamment Douala, à 48 heures pour certaines marchandises, et quel impact peuvent-elles avoir sur l'ensemble du transit ou alors du fret sous-régional? Très bien. La question que vous posez soulève aussi un aspect qui est souvent occulté, la circulation à l'intérieur de la zone portuaire. Les zones portuaires s'étalent sur des hectares. Kribi aujourd'hui, avec la zone intérieure portuaire, on aura sur 50-60 hectares. Donc, c'est toute une micro-ville qui est créée dans l'enceinte portuaire. Qui dit ville, dit mobilité, dit circulation, dit infrastructure. Et c'est le cas ici de féliciter le port de Douala, qui a fait des lourds investissements pour réhabiliter les infrastructures routières de l'ensemble portuaire avec une signalisation. Parce que quelquefois, on a le sentiment qu'on va juste prendre la marchandise et sortir. Mais s'il n'a pas la qualité de la route, la qualité de la circulation routière à l'intérieur du port, ça crée des congestions qu'on vient de soulever. Il n'y a pas seulement les congestions dans la ville, il y a aussi les congestions à l'intérieur du port de Douala. Quelquefois, la Guérite, parce qu'il y a une route qui est détériorée, on se retrouve avec des fils de camions alignés. C'est vraiment un défi. Les autorités portuaires doivent se plancher dessus. Ce n'est pas au cœur de l'activité. Ce n'est pas un métier, c'est un métier support, mais qui est déterminant dans les délais de livraison. Pour ce qui concerne maintenant la circulation routière dans l'environnement du port et sur la circulation ciblée sur les camions, je pense que pour la ville de Douala, en marge du BRT qui est construit, j'ai la chance de participer à ce projet comme expert sécurité routière, le corridor doit être complètement libéré. Et que, comme a dit quelqu'un sur ce plateau, qu'on passe rapidement à des voies de contournement des grands centres urbains, Edea et Yaoundé. Et il faut qu'on délimite les itinéraires des camionneurs transportant les marchandises. Parce que cette mixicité de type de fluidité, de type de trafic, autant pour moi, entrave aussi la mobilité urbaine pour les citadins. Donc, et il me semble que pour le port de Douala, il y a un itinéraire qui est bien adressé, mais quelquefois, on trouve des camionneurs qui vont faire des courses avec leurs camions à l'intérieur du centre urbain à des horaires indus. Ça aussi, ça impacte les temps de livraison de marchandises à destination. Donc, pour me résumer, il y a la qualité de la circulation, il y a la définition de l'itinéraire qu'il faut adresser. Et c'est pour cela que la question d'utilisation est importante, parce qu'on peut suivre les camionneurs en temps réel pour voir l'itinéraire qu'ils ont emprunté. On peut les interpeller que vous êtes en train de prendre un itinéraire qui n'est pas le vôtre et corriger au lieu d'attendre, subir les désagréments et les coûts. Parce que ça, c'est un déficit pour les transporteurs, pour l'économie nationale et pour l'économie de la sous-région. Merci, M. Mikim. Peut-être un mot pour conclure cette partie. Est-ce que vous souhaitez, M. Mbida, rebondir sur chacune des interventions de vos compagnons? Oui, je commencerai d'abord par ce rapport de la BAD, que je trouve suffisamment clair, suffisamment indicatif de ce qui se passe. Et je souhaiterais qu'entre les différents ports, entre les ports du Cameroun et les aires logistiques au Tchad et en Centrafrique, qu'il y ait des échanges de bons procédés. Le Cameroun, à travers la régie à terminal à compter du port de Douala, a démontré que les opérations de déchargement et de rechargement sur les camions peuvent se faire en un temps record. Il est souhaitable que la même chose se passe lors du déchargement. Parce que nous avons ici évoqué tout ce qui est tracasserie le long des corridors, tout ce qui est mauvaise pratique, mais ce qui se passe lors du déchargement en bout de chaîne reste problématique. Nous avons également évoqué les questions d'infrastructure, les questions d'accompagnement des acteurs le long du voyage. Je veux dire ici que les gouvernements des États d'Afrique centrale n'ont pas encore mis un accent sur l'homme. Vous imaginez un chauffeur qui est un être humain qui doit quitter de Douala pour Bangui. Les États n'ont pensé aucune infrastructure où il peut
ne serait-ce que se laver, se doucher. C'est l'occasion pour nous de saluer les aires, les centres-vie nouvellement construits par le CNCC du côté du Cameroun. Nous espérons la même chose du côté de la SCA, la même chose du côté du Tchad. Parce que, in fine, c'est l'être humain qui est au devant de tout cela. Et je voudrais terminer par ce qui concerne les contrats de transport. Nous avons une situation aujourd'hui à N'Djamena où un chauffeur camerounais est détenu parce qu'on a trouvé des produits illicites, de la drogue, dans un conteneur qu'il a transporté. Or, nous, un transporté scellé par les différentes douanes depuis le pays de départ. Nous aimerions qu'au niveau de la sous-région, la proposition que nous avons faite d'un contrat de transport dématérialisé qui reprend les responsabilités de toutes les parties soit adoptée et acceptée. C'est l'occasion pour nous aussi d'inviter le BGFT à nous accompagner dans cette initiative parce que le BARC et le BNF, parce que beaucoup de transporteurs sont victimes de l'absence d'un contrat de transport applicable entre les parties dans tous les États de la CEMAC. Je crois que dans ce sens-là, le BGFT, dans le nouveau système, a déjà un contrat type qui sera généré directement par le système. Ça veut dire en réalité que lorsque vous demandez du fret et que le propriétaire vous accorde ce fret, automatiquement vous avez un contrat type. Le transporteur n'aura pas besoin d'aller s'asseoir. Il connaît déjà le prix plancher qui doit être payé et toutes les responsabilités qui suivent. On souhaite seulement que les autres États, comme la RC, le Tchad, et puis le Congo, qui est aujourd'hui en train d'empiéter le pas au Cameroun, au dispositif de gestion des corridors du Cameroun. Je crois que si tout le monde y adhère, on va faire un saut qualitatif en avant. Madame, Monsieur, nous marquons une courte pause dans ce débat. Nous vous revenons dans quelques instants. Au-delà de la dimension technique des corridors, les financements stratégiques jouent un rôle majeur pour mettre un terme aux mauvaises pratiques. Entamons cette deuxième partie de notre débat avec un extrait du discours de Léandre Bassolé, représentant de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, sur les enjeux d'intégration sur le continent. Au-delà des aspects techniques, ce processus traduit une ambition politique forte, renforcer l'intégration régionale en Afrique centrale. La fluidité des corridors est un facteur clé pour la compétitivité régionale et pour la mise en œuvre effective des engagements pris en matière de libre circulation des biens. Dans un contexte international marqué par des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des incertitudes géopolitiques, des pressions économiques, la consolidation des corridors régionaux est plus que jamais stratégique. Elle contribue à renforcer la résilience économique, à sécuriser les approvisionnements et à créer des opportunités d'investissement. Dans ce cadre et dans ce contexte, l'Union européenne souhaite continuer à devenir un partenaire fiable, prévisible et qui s'inscrit dans un partenariat dans la durée. Professeur Ngonté, la BAD insiste sur la collecte de données fiables pour orienter ses investissements. Aujourd'hui, avec les rapports de l'OPA sur les contrôles et les délais moyens portuaires, comment est-ce qu'on peut renforcer la planification stratégique et l'efficacité des corridors sur le long terme? Merci Catherine, c'est une très belle question. C'est le lieu pour moi de remercier encore les bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, qui a mis de l'argent et qui doit continuer dans le programme actuel de Global Gateway, qui met de l'argent en Afrique et dans les programmes ZLECAf et tout, le BAD, complémentarité pour le financement. Alors, dans l'avenir, on doit mettre en place plutôt un observatoire régional de transport. Tous les problèmes qui ont été évoqués ici feront partie de ces éléments-là. Donc, maintenant, avec la zone industrielle, zone portuaire industrielle, il ne faut pas rester là. Il faut transporter tout vers les pays, vers l'intérieur déjà du pays et vers les pays de l'Interland. Donc le financement est un élément important. Hier, lors de l'atelier de clôture du projet de mise en place de l'Observatoire des pratiques anormales, le représentant de l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, a dit qu'ils sont un partenaire
fiable et prévisible. Ça veut dire en matière de financement, tout ce qu'on engage comme projet, et les études montrent, comme la BAD le dit, il faut des études fiables. Ce qu'on a déjà fait, ce que la BAD fait, ce qui est engagé par le BGFT, CNCC, GTTC, l'ICA, vont permettre de bâtir des programmes très intéressants pour l'avenir. Et le capital humain, on revient dessus, ça a été soulevé tout à l'heure, les formations. L'Union européenne a commencé en cherchant des relais nationaux des syndicats pour continuer la formation des acteurs. C'est très important. Nous, on insiste sur le capital humain. Parce que si on met en place les infrastructures, les codes, si le capital humain n'est pas aligné, on ne va pas respecter. Il ne faut pas seulement chercher les sanctions. Il faut que tout marche. Si tout le monde est en prison, ça ne va rien donner. Donc il faut au départ que tout marche bien. Donc cette préoccupation est très importante et l'atelier d'hier est revenu dessus. Et l'Union européenne est prête à accompagner pour davantage faire des études et bâtir des programmes fiables et lisibles. Je crois que M. Mbida souhaitait intervenir à votre suite, peut-être. Oui, par rapport à la BAD, nous voulons déjà saluer une initiative que la BAD a prise, il y a cela 1 an, d'inviter le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun à une concertation dans son siège ici à Yaoundé. Il a été question de voir comment financer directement les acteurs à travers la création de guichets spécialisés. La BAD, effectivement, avait sollicité plus d'informations. Donc, tout ce que l'OPA a fait va aider la BAD à mieux comprendre notre secteur d'activité et surtout à orienter ces financements au niveau des banques locales. Parce que nous nous retrouvons face à une difficulté qui a été évoquée auprès de la BAD. Quand la BAD rassemble l'argent, envoie auprès d'une banque pour qu'elle accompagne l'économie locale ou un secteur d'activité, les banques, dans leur volonté de faire des marges bénéficiaires, d'accroître leur chiffre d'affaires, se retrouvent en train de financer à la fois le transporteur et le bailleur de frais, donc le chargeur. On se retrouve aujourd'hui que les financements de la BAD adressés aux acteurs deviennent plutôt des goulots d'étranglement. Pourquoi? Parce que celui qui bénéficie des financements se retrouve souvent être l'industriel, le chargeur, qui a des garanties suffisantes plus que le transporteur. Donc, les banquiers, qu'est-ce qu'ils font? Dès que vous dites à un banquier que telle entreprise a besoin de 50 camions pour évacuer sa marchandise, la banque vous prête les 50 camions, en leasing. La banque prend l'information que vous avez donnée, vont auprès de l'entreprise pour lui dire que vous-même, l'entreprise, il peut vous donner aussi même 20 camions. Ce qui fait que le financement qui devait aider au développement du secteur des transports se retrouve en train de financer celui qui va dire au transporteur que je n'ai plus besoin de toi parce que moi j'ai déjà aussi mes camions. Donc la BAD a pris note de cela et nous espérons qu'à travers votre média, le directeur général de la BAD aura compris nos craintes et nous allons intégrer en définissant des process assez contraignants pour les banques, pour les financements mis à leur disposition par la BAD. Monsieur Ella, vous indiquiez tout à l'heure que la question de la digitalisation aujourd'hui est essentielle pour fluidifier notre intégration régionale et le commerce dans notre sous-région. Comment est-ce qu'on peut aller vers cette digitalisation lorsque, comme le professeur Gonté l'indiquait tout à l'heure, la couverture numérique n'est pas suffisante dans tous les pays de la zone CEMAC et surtout, on manque cruellement d'infrastructures liées à l'énergie? Oui, merci Catherine pour cette question qui est vraiment au centre de la problématique. Je crois que c'est l'occasion pour la Banque africaine de développement d'essayer de voir dans quel sens il peut financer ces questions liées à la couverture de l'interconnexion et puis également aux énergies renouvelables qui peuvent accompagner la digitalisation du secteur des transports. Je voudrais également chuter sur une problématique que le représentant de la BAD africaine a soulevé, la qualité de l'information, la donnée. Parce qu'en réalité, la donnée, c'est comme le paramètre d'un malade. Si vous allez à l'hôpital, vous allez dire que vous aviez 6 ans alors que vous avez 20 ans, on va vous appliquer une médication qui va vous entraîner vers la mort. Donc, en Afrique, on n'a plus besoin de jouer au secret. Il faut avoir les bonnes informations. Si les politiques publiques aujourd'hui
n'atteignent pas les cibles, c'est parce qu'à la base, il n'y a pas la bonne information. Que les Africains n'aient pas peur de donner l'information réelle. Et c'est pour cela que je m'adresse également aux syndicats de faire cet effort-là au niveau des membres qui donnent la bonne information pour qu'en réalité, lorsqu'on décide, comme M. Mbida disait, de financer, qu'on sache à qui on va donner ce financement et puis que ça ait un effet escompté. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut que les bailleurs de fonds accompagnent les pays de la sous-région dans ce sens-là pour essayer de couvrir ces zones-là de telle sorte qu'on puisse avoir l'information tout le long du corridor jusqu'à destination. Parce que le corridor ne s'arrête pas seulement à la frontière. Le corridor, c'est de bout en bout. Donc le transporteur, qu'est-ce qu'il veut? Le transporteur doit voir ce que ça lui rapporte. Tout ce qu'il y a comme démat là, qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que ça lui permet d'être plus compétitif? Est-ce que ça l'accompagne dans sa professionnalisation? Voilà autant de questions qu'il faut chercher à se poser pour adresser cette problématique-là de manière efficace. En supposant justement que ces problématiques soient adressées, quelle serait l'architecture de dématérialisation des procédures qu'il faudra adopter, notamment en matière de différenciation des marchandises qui sont transportées? On parlait tout à l'heure de vivres qui peuvent se périmer sur le chemin, mais est-ce qu'on parle par exemple du bois ou alors des matières pétrolières? Est-ce qu'il faut adopter pour chacune de ces marchandises une procédure digitale spécifique ou alors tout peut être centralisé au niveau d'une seule institution? Je crois que c'est au niveau de la communication des systèmes d'information. Chacun peut avoir son système d'information. Mais si les systèmes d'information communiquent et échangent des données nécessaires, utiles pour l'objectif à atteindre, il n'y a pas de problème. Je vais vous prendre le cas du cacao aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des systèmes où on ne regarde même le sol où le produit est sorti? On a à mesure de vous dire que le sous-sol dans lequel vous aviez planté votre cacao n'est pas bon. Et votre cacao n'est pas utile pour le marché mondial. Donc je crois qu'il y a des solutions. La digitalisation nous offre aujourd'hui, il faut voir, même avec l'IA, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il suffit de capaciter les transporteurs, de capaciter les chauffeurs. Je crois qu'il faut... Je voudrais aller à la suite. C'est-à-dire que le chauffeur, c'est un maillon faible il faut que le chauffeur soit responsable. C'est-à-dire qu'il se sente qu'il est pris au sérieux. Parce qu'il y a ce problème-là au niveau du corridor. Lorsque l'agent de police ou bien le gendarme voit le chauffeur, c'est avec condescendance. Il faut vraiment que ces gens-là se prennent au sérieux. Lorsqu'un chauffeur descend du camion, le premier réflexe, c'est aller corrompre sans se poser des questions. Voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment apprendre aux chauffeurs qu'actuellement, comme vous voyez là, votre camion est suivi. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Et puis, que par la suite, voilà vos intérêts, voilà ce que vous devez faire. Je prends 30 secondes pour parler également des questions de traçabilité. Parce que quand on parle de dématérialisation, ce sont des documents. Mais dans la dématérialisation, on doit mettre un accent sur la traçabilité de la chaîne de bout en bout. L'ensemble des acteurs qui interviennent dans une opération doivent être tracés. Parce que les notions de sûreté et de sécurité dont il parlait passent par la traçabilité. Nous nous retrouvons avec des contentieux où ceux qui sont occupés du chargement ne sont pas traçables, identifiables. Ceux qui sont occupés de l'arrimage, même les agents qui à chaque fois ont dans des checkpoints ou alors au niveau des différents postes de contrôle et au déchargement ont effectué ces opérations ne sont pas traçables. In fine, quand il y a un incident, on se retrouve en train de mettre la main sur celui qui est identifiable, qui est généralement le transporteur. Or, de bout en bout de la chaîne, nous avons eu des douaniers, nous avons eu des aconniers, nous avons eu, je ne sais pas qui, qu'on peut citer dans la chaîne, qui ont touché à la cargaison et qui ont été partie prenante de l'opération. Donc, comme là-bas, vous avez dit qu'ils ont besoin d'informations, mais qu'ils exigent dans le cadre des financements qu'ils accompagnent que la dématérialisation doit mettre un accent sur la traçabilité de la chaîne de bout en bout afin que chacun qui intervient soit identifié et puisse être responsable de ce qu'il a fait sur la cargaison en mouvement. On peut ajouter dans les normes de l'Union européenne qui nous appuient, informatisation ne veut pas seulement dire digitalisation. Il y a partage de données. C'est ça voilà l'avantage. C'est-à-dire que
quand on paye l'assurance à Douala, on doit savoir à Bangui, il y a eu des problèmes, la carte est rose. Un camion qui est assuré arrive à N'Djamena, a un problème. Alors, on ne peut pas savoir si c'est bien, si c'est rien. Il ne faut pas toucher l'assureur, le camion bloqué. Alors que le camion assuré. Vous voyez, donc, informatisation, ça va de la digitalisation, partage de données. C'est pour cela que l'Observatoire régional des transports, ce n'est pas seulement des digitales. Il faut que les données soient partagées. Tout le monde veut savoir, en fait, les institutions qui veulent savoir l'état d'un camion, l'âge d'un conducteur, ainsi de suite. Ils doivent avoir l'information en temps réel. C'est ça l'informatisation. Ce n'est pas seulement numérisé, mais partage des données sur le circuit, comme il vient de dire. Le banquier doit aussi avoir l'information sur l'entreprise qui soumet les données partagées sur son fret, sur ce qu'il a fait. Ça doit être partagé par tous les acteurs pour qu'on ait l'information sur la viabilité de son projet. Merci. Monsieur Messi-Mikim, un autre rapport de 2025 de la Banque africaine de développement indique que l'Afrique centrale est l'une des communautés économiques régionales les moins intégrées par rapport, par exemple, à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui à elle seule représente 60% de l'intégration régionale en Afrique. Si l'on se projette sur les 5 à 10 ans à venir, quelle est l'architecture de sécurité routière qu'il faut adopter pour qu'on puisse rattraper les autres régions économiques régionales de l'Afrique? Permettez-moi d'abord de faire une précision sur l'intervention du professeur Conté, ce qui concerne la carte rose. Pour votre gouvernement, la carte rose, c'est une institution qui permet à ce que votre assurance payée dans un des pays est valable dans l'espace CEMAC. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que vous pouvez circuler avec vous n'avez pas besoin d'une assurance pour chaque pays. Donc, dans les 6 pays là, vous pouvez circuler avec la même assurance. Et cette facilitation est faite par une institution qu'on appelle la carte rose. Et dans les pays où il n'y a pas de filiale de votre assureur, c'est le bureau de la carte rose nationale qui est chargé de diligenter vos problèmes de sécurité routière. C'était juste une petite précision. Parlant donc des projections qu'on peut avoir pour que la zone CEMAC soit intégrée au plan de la sécurité routière d'abord, il faut mettre en place, comme en Afrique de l'Ouest, une organisation fêtée à la sécurité routière, comme l'organisation ouest-africaine de la sécurité routière, pour permettre à tous ceux qui travaillent sur la sécurité routière en termes d'administration, en termes d'experts, en termes de secteur privé, qu'ils puissent se retrouver dans un cadre pour mettre en place une législation pour partager les expériences. Et l'autre élément important, c'est la mise en place d'une législation, d'une réglementation. Nous avons déjà le code de la route CEMAC qui régule la circulation, mais il y a d'autres dispositions. Je prendrai le cas ici d'un exemple de bonne pratique qui a été mis en place par les marketeurs camerounais à la suite de l'accident sur le pont sur le Mungo. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y a eu un accident d'un camion citerne sur le Mungo et le pont s'est enflammé, s'est effondré. Le pays avait perdu des milliards. Et à la suite de cet accident, les marketeurs avaient décidé de prendre en main leur propre destin et ont créé un organe de régulation de la circulation routière de tous les camions citernes. Et si vous constatez aujourd'hui, il y a très peu d'accidents de camions citernes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces entreprises se sont mis dans le cadre d'une association, ils ont mis en place 19 règles d'autorégulation. Je ne vais pas les citer, mais je peux vous donner les plus importantes. Renouvellement du parc, normalisation du parc, réglementation de la circulation, c'est-à-dire que si à 18h, les heures de circulation, si à 18h, la nuit vous trouvez quelque part, vous vous arrêtez. Suivi permanent de la cargaison et des camionneurs. Donc il y a un centre de contrôle technique avec les caméras et les écrans où tout le parc automobile des camions transportant le carburant est suivi 24 heures sur 24. Ça, c'est une des règles. Et d'autres règles ont suivi, notamment le plan sur la formation des conducteurs. C'est-à-dire pour être conducteur transportant du carburant, qui est un produit dangereux, non seulement vous avez votre permis de conduire, vous suivez une formation et vous avez une formation que vous suivez de certification tous les 2 ans. Et vous passez un examen. Donc, ça doit être dupliqué sur le transport des marchandises. Si on s'en tient aux résultats que nous avons obtenus avec les marketeurs de carburant,
On doit dupliquer ce mécanisme au niveau du transport des marchandises pour avoir les résultats. Maintenant, au niveau de la sécurité routière, l'autre souci que nous devons adresser, c'est les mécanismes de renouvellement du parc auto. Il y a plusieurs types de mécanismes de renouvellement du parc auto et ce qui s'est passé effectivement dans le secteur du transport des marketeurs, on a tué les petits artisans transporteurs. Et je pense qu'à ce niveau, on doit trouver un juste milieu pour réguler de manière à ce que les opérateurs de la zone CEMAC, qui n'ont pas de capitaux, que l'État ou les banques les accompagnent pour qu'ils puissent renouveler leur parc et qu'ils puissent être capables de faire des remboursements sur la production une fois que les camions sont circulés. C'est le cas d'ailleurs. C'est le cas d'ailleurs dans les formations des conducteurs. Chez les marketeurs, les transporteurs n'étaient pas d'accord de former les conducteurs tous les 2 ans. Mais qu'est-ce que les marketeurs ont décidé? Les marketeurs forment les conducteurs et vous débitent et vous facturent la formation et vous débitent sur le temps, sur votre... Et à terme, les transporteurs eux-mêmes ont compris que c'était très rentable. Et je pense que si la zone CEMAC veut réussir ce défi, on doit aller vers là. L'autre élément que je voudrais soulever, c'est la question transfrontalière. Aujourd'hui, pour le transport des personnes, il y a des lignes qui sillonnent la sous-région. Mais qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'arriver à la frontière et transborder les passagers pour prendre un autre bus. Ce qui n'est pas normal si on est dans une zone intégrée. Donc il est urgent qu'au niveau de la CEMAC, qu'on puisse harmoniser une réglementation, qu'on définisse, qu'on crée une réglementation d'accès aux professions de transport des personnes avec en déclinaison la qualité des véhicules, la qualité de conducteurs et les itinéraires. Voilà ce que je peux dire comme de manière globale pour améliorer la sécurité routière en Afrique centrale. Madame, Monsieur, cette édition spéciale de l'Africa Newsroom nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur les défis des corridors routiers et portuaires de la sous-région Afrique centrale et surtout d'avoir des perspectives de solutions et surtout de voir les mesures qui sont implémentées tous les jours pour rendre cette sous-région plus compétitive. Merci à nos invités sur ce plateau. Il s'agissait du professeur Robert Gonté, chef adjoint du projet de l'OPEA, de Monsieur Mbida Ndoumbe, vice-président du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, GTTC, de M. Edi Ella, expert bureau de gestion du fret terrestre, et enfin de M. Martial Missemikim, directeur président Sécuroute, expert en sécurité routière. Merci à vous, Madame, Monsieur, de votre fidélité à Africa 24. Tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Africa Newsroom.